Bonjour Michael. Bonjour Shraka. Alors, qu'avez-vous noté dans votre carnet politique depuis la semaine dernière ? Alors, déjà, il ne se passe plus rien. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Non, donc on est dans l'attente des élections, ça va prendre quelques mois, la Knesset n'est pas très très active et les élections se préparent. Les primaires des partis, pour ceux qui vont en faire, c'est-à-dire quasiment aucun. A priori, on a dit déjà, on va se retrouver avec les mêmes listes que dans la 21e Knesset. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit dans les coulisses de la Knesset et hors de la Knesset. Aujourd'hui, je voudrais juste dire quelques mots sur ce qui se passe au Parti travailliste. Vous vous rappelez du Parti travailliste ? Oui, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est un tout petit parti, 6 députés, et ils ont annoncé, donc a priori début juillet, des primaires pour le poste du chef du parti. Donc actuellement Avi Gabay ne se présentera pas apparemment. C'est officiel ? Il a laissé entendre qu'il voulait rester député, donc être numéro 2, être placé numéro 2 en tant qu'ancien chef du parti. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur les 6 élus actuels, sur les 6 députés, chacun s'est exprimé par rapport aux prochaines primaires. Donc Avi Gabay ne se présente pas excusez-moi, à sa succession. Tal Rousseau, numéro 2, qui est arrivé il y a 4 mois en politique, a annoncé qu'il se retire de la vie politique. Après, numéro 2 de la liste. Voilà, alors après une carrière qu'on va qualifier de brève, une des carrières les plus brèves de l'histoire de la politique israélienne, ancien général de réserve, comme on dit. 3 autres députés ont annoncé qu'ils se présenteraient, donc Itzik Shmouli, Stav Shafir et Amir Peretz, qui a déjà été chef du parti il y a quelques années. On se souvient de lui, il a été ministre de la Défense. Et seule Sheli Yechimovic, la seule députée qui ne se présente pas. Elle aussi a déjà été chef du parti. Et les discussions se portent aussi sur le fait d'une union ou pas avec Meretz. Meretz, où se présente aussi Nitzan Horowitz, ancien député, journaliste, qui est revenu au journalisme ces 4 dernières années, qui revient en politique et qui est convaincu qu'on peut refaire vivre Meretz, donc il y a un parti qui est quasiment aussi important aujourd'hui que le Parti travailliste, mais qui ne dépasse pas non plus les 4 sièges, les 5 sièges en l'occurrence, 5 sièges de Meretz, et donc Nitzan Horowitz. Donc ça bouge à gauche, à droite ça bouge moins parce que tout le monde est dans l'attente de l'audition, de l'audience du procureur pour Benjamin Netanyahou, et plus à droite, on ne sait toujours pas, et on en reparlera dans les semaines qui suivent, ce qui va se passer d'une union éventuelle avec peut-être Feiglin, Bennett, Shaked, Smotrich, etc. C'est un sujet sur lequel on va revenir parce que en ce moment à la Knesset, il faut comprendre que les députés qui ont été élus il y a 2 mois n'ont pas envie de perdre leur siège au profit d'une alliance qui, même si ça pourrait faire augmenter le nombre de voix, reculer dans la liste, les ferait disparaître. Je voudrais juste revenir au Parti travailliste. Vous n'avez pas parlé d'Ehud Barak. Il était question, c'est officiel, pas officiel? Non, alors Ehud Barak a laissé entendre, depuis longtemps, ses proches laissent entendre qu'il voudrait revenir. On parle également de Tzipi Livni qui pourrait peut-être revenir sur une liste. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, ni au Parti travailliste, ni sur la liste bleu blanc, ils ne veulent ni de Barak, ni de Livni. Donc il y a peu de chances quand même qu'ils se présentent ensemble sur une nouvelle liste. Mais il reste du temps jusqu'aux élections et on ne va pas s'ennuyer comme d'habitude. Alors la rubrique hebdomadaire qui est consacrée à ce qui se passe à l'intérieur de la Knesset, on a déjà parlé des commissions parlementaires qui est l'essentiel du travail de la Knesset, et c'est cette semaine la commission de la Knesset, justement, de quoi il s'agit. Alors juste pour revenir sur les commissions en général, parce que vous l'aviez évoqué très brièvement lors d'une des émissions, il faut savoir qu'il y a 12 commissions dans la Knesset, 12 commissions fixes, je ne vais pas les citer tous, mais défense, éducation, économie, etc. Il y a aussi des commissions, des sous-commissions. Il y a des commissions mixtes, c'est-à-dire sur certains sujets, on peut former une commission ad hoc avec des membres de différentes commissions. Et il y a aussi des commissions spéciales qui ne durent qu'une législature sur des sujets à l'ordre du jour très importants. Alors, comme vous dites, c'est vrai que les commissions, c'est là que se fait le travail. Et quand on voit, par exemple, sur la chaîne de la Knesset, dont on parlera une autre fois, effectivement, c'est là que les discussions sérieuses se déroulent. C'est pas d'une lutte politique non plus. Il y a souvent des séances houleuses. Et c'est là qu'on voit aussi le contact entre la société civile
et les députés sont invités, des organisations, des représentants des corporations, etc. Alors, la première commission dont on va parler aujourd'hui, c'est la commission de la Knesset, Vadat HaKnesset, de la Knesset, qui est importante. Elle est dirigée aujourd'hui par Miki Zohar, du Likoud. Alors, avec une exception, pourtant, en ce moment, puisqu'il n'y a pas tellement d'activité, c'est qu'elle s'est réunie déjà parce que c'est elle, notamment, dans ses prérogatives, qui s'occupe de la levée de l'immunité ou de l'immunité d'un parlementaire ou d'un ministre. Et comme il est beaucoup question aujourd'hui d'une loi qui instaurerait une immunité politique pour un député ou un ministre, un premier ministre qui serait mis en examen, c'est à l'ordre du jour. Et donc, il y a eu des débats justement sur cette loi dans cette commission avec une séance assez houleuse. Alors, à part cela, cette commission s'occupe du règlement interne de la Knesset. Elle donne des recommandations pour les compositions des autres commissions et leurs présidences, transmission des demandes du public au président de la Knesset, s'occupe des salaires des députés aussi, parce que c'est important. C'est important, hein, les salaires des députés, et aussi des sujets qui ne concerneraient aucune des autres commissions. Voilà, donc, et puis elle est assortie de 6 sous-commissions dont on va pas parler, mais en tout cas, c'est une des commissions importantes de la Knesset, Vadat HaKnesset. C'est pour ça qu'elle appartient en général à la majorité. Que là, voilà. Alors c'est très important, parce que c'est juste, je voulais le dire aussi, il y a une tradition en Israël qui fait que lors de la formation des commissions, 3 commissions sur 12 sont accordées automatiquement à l'opposition, la présidence, et dont celle du contrôle de l'État. C'est pour faire un peu contrebalancement ça fait honneur à la démocratie israélienne. Exactement. Et par contre, la majorité a automatiquement celle des finances et celle des affaires étrangères et de la défense. Et en général, les membres, majoritairement, sont de la majorité dans presque toutes les commissions. Mais l'opposition, elle a 3 commissions quand même, ce qui est vraiment, comme vous le dites, à l'honneur de la démocratie israélienne. Donc, on peut passer à la rose, au cactus. Voilà. On va commencer par le cactus. Alors, on commence par le cactus. C'est vous qui l'avez choisi, le cactus. Alors, le cactus, cette semaine, est décerné à l'ancien ministre de la Défense, ancien député du Likoud, qui est le numéro 3 de la liste bleu-blanc, Moshe Bougie Ya'alon, pour cette déclaration anti-Bibi, qui jusque-là est tout à fait à l'ordre du jour en tant que membre de l'opposition. Mais en fait, quand on lui reprochait le fait qu'il critique Netanyahou et ses manières dictatoriales, il a dit, bien sûr, ils sont élus, le Likoud élit démocratiquement son chef, mais le Hamas aussi a fait des élections démocratiques, et c'est pas pour ça que c'est mieux. Cette comparaison entre le Likoud et le Hamas a évidemment fâché le Likoud, mais nous a fâché nous aussi, et donc on a essayé de lui accorder un cactus, parce qu'on peut critiquer Netanyahou, on peut critiquer le Likoud, et Ya'alon connaît bien le Likoud qu'il a quitté, donc il a tous les éléments pour le critiquer, mais la comparaison avec le Hamas me paraît un peu abusée. Il a aussi utilisé un terme étonnant, il s'appelle la démoctatura. C'est un mélange en hébreu de démocratie et de dictature. Il dit, voilà ce que c'est que le Likoud. Il a parlé aussi du bibisme. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais enfin... Il a parlé aussi d'erdouanisation. Voilà, l'erdouanisation. Voilà, donc on aurait pu lui donner une rose pour avoir apporté des nouveaux termes à la langue hébraïque, mais on a quand même jugé que ces comparaisons étaient un peu abusées. D'autant plus que Moshe Bougie Ya'alon, malheureusement, quand il était au pouvoir, a largement critiqué les médias et la Cour suprême, alors que maintenant qu'il est dans l'opposition, il reproche à Netanyahou de s'acharner contre la presse et le système judiciaire. Donc, on va dire que c'est un classique de la politique. Sans surprise. Sans surprise. Alors pour la rose, le nouveau ministre. Alors pour la rose, le nouveau ministre, effectivement, c'est une surprise parce que tout le monde pressentait ou Yariv Levin ou Bezalel Smotrich pour la justice. Et Yariv Levin ayant décliné, le Premier ministre a nommé Amir Ohana du Likoud, qui est un proche du Premier ministre, pour être ministre de la Justice. Donc il est
avocat, il est juriste de profession, il connaît bien le système judiciaire, il a travaillé dans les tribunaux du district, et il a fait un discours, j'avoue, qui était assez fort lors de l'intronisation de l'ordre des avocats. Il a prononcé son premier discours du ministre, où il a dit ce qu'il voulait dire, mais de manière assez élégante, mais ferme, en disant que il y a des juges à Jérusalem, comme la fameuse phrase de Menachem Begin, mais il y a aussi des législateurs, et il a dit on ne peut pas non plus accepter que chaque fois qu'on veut réformer ou modifier quoi que ce soit de le système judiciaire, on nous accuse de s'aborder la démocratie ou de mettre à mort l'état de droit. Et il a dit, pour que la confiance revienne dans le système judiciaire, pour plus d'efficacité, plus de justice aussi, et il faut parfois apporter des modifications. Donc il a plus ou moins annoncé déjà son programme, mais je crois que c'est un beau parcours qu'il fait, et c'est tout à son honneur. Je pense qu'il sera un bon ministre de la Justice. Oui, a priori, c'est le ministre de la Justice jusqu'aux prochaines élections. Oui. Mais pour quelqu'un qui finalement n'est pas encore très connu du grand public, ça a été une surprise, et on sait qu'il a été nommé aussi parce qu'il a une fidélité absolue au Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais certains ont apprécié le fait que Ohana soit élu, qu'il soit séfarade et fier d'être séfarade, c'est-à-dire qu'il évoque souvent ses origines, tout comme d'autres ministres du Likoud l'ont fait au fil des années, depuis David Lévy jusqu'à Miri Regev, et aussi le Premier ministre en Israël qui est ouvertement homosexuel, ce qui est aussi le Premier ministre. Ah, c'est le Premier ministre. C'est la première fois qu'un homosexuel déclaré et militant LGBT est nommé ministre et ministre de la Justice. C'est un pas important pour Israël, pour son image dans le monde, en tout cas. Voilà. Donc la rose pour Amir Ohana. Voilà, logique. Merci Shraga. Merci Michael, merci aux auditeurs, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.